Amis du roman historique, bonjour. Nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous allons aborder un très gros morceau, hein. C'est les Trois Mousquetaires. Alors j'ai laissé un peu le temps passer après la sortie du film, que j'ai moyennement aimé, mais bon, ça c'est affaire de goût. Et donc je me suis dit ce serait le bon moment de parler un peu de ce chef-d'œuvre, parce que c'est un chef-d'œuvre les Trois Mousquetaires, hein. C'est un peu le modèle pour tout le monde qui aime le roman historique. Voilà, donc je vous présente des livres. Alors bien sûr, il y a les Trois Mousquetaires, hein. Les Trois Mousquetaires, c'est très accessible. On ne peut pas ne pas avoir lu les Trois Mousquetaires parce que c'est diffusé dans tous les formats possibles, imaginables. Ça, c'est chez Folio, hein. Donc c'est un petit format. Vous avez la suite. Alors je n'arrive pas à retrouver 20 ans après. Donc là, j'ai le Vicomte de Bragelonne. Hein, voilà, donc c'est pareil, ça c'est Folio aussi, hein. Il y a également des ouvrages comme il y a des biographies d'Alexandre Dumas. Donc celui de Claude Schopp est magnifique, hein, c'est vraiment une référence. Ça vaut le coup de le lire. Mais bon, on ne va pas se pencher sur la vie d'Alexandre Dumas pour l'instant. On va plutôt s'intéresser à la construction du livre, Les Trois Mousquetaires. Donc, pour ce qui est de Claude Schopp, donc son ouvrage a été publié chez Fayard, hein, il y a je sais pas, un bout de temps déjà, je ne sais pas si c'était au XXe siècle, je ne sais plus, je n'ai pas noté, donc ça va être marqué par là. Donc, oui, c'est ancien, ça a été publié en 85, hein, au XXe siècle. Voilà, voilà, très 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 bel ouvrage. Voilà, donc on voit tout le cheminement de ce personnage. Lui-même est un personnage, hein, il a vraiment eu une vie très romanesque, Alexandre Dumas. Donc c'est un personnage assez sympathique en plus. Voilà, ensuite, donc on va surtout donner des passages, pas des Trois Mousquetaires, pas des livres eux-mêmes. Lisez-les, hein, les Trois Mousquetaires, au moins les Trois Mousquetaires, même si vous ne lisez pas 20 ans après, ou Vicomte de Bragelonne. Lisez au moins les Trois Mousquetaires, c'est le chef-d'œuvre, quoi. Et donc on va s'appuyer sur un livre de Simone Berthière, qui est une historienne. Enfin, c'est une formation, elle a une formation littéraire, Simone Berthière. Et donc elle a écrit des tas de choses, mais elle a écrit beaucoup de biographies. Alors faut pas ne pas oublier personne sur le cardinal de Retz, sur Mazarin, hein, sur Condé, le grand Condé, sur Fouquet. Elle a écrit un livre très intéressant aussi sur Louis XIII et Richelieu, donc on est en plein dedans là, hein, avec les Trois Mousquetaires. Et voilà les Trois Mousquetaires, donc ça s'appelle Dumas et les Mousquetaires, hein, histoire d'un chef-d'œuvre de Simone Berthière. Donc ça a été publié aux éditions de Fallois, donc ça c'était depuis en 2009 je crois, hein, à vérifier. Oui c'est ça, en 2009. Hein. Voilà. Donc Simone Berthière, Dumas et les Mousquetaires. Voilà. Je vais vous lire avec mes lunettes la jaquette. Donc Alexandre Dumas, vous connaissez, hein? Oui, bien sûr, l'auteur des Trois Mousquetaires, mais encore, il n'est pourtant pas l'homme d'un seul livre. Il est vrai que les Mousquetaires occupent dans son immense production une place à part et continuent de lui valoir une popularité mondiale qui ne se dément pas. Plus de 40 films ont été adaptés des Trois Mousquetaires. Il y en a peu qui sont extraordinaires, hein, mais bon, il vaut mieux lire le livre. Hein. Pourquoi? Comment? Leurs réactions tardives ne s'inscrivaient pas dans la ligne de ses projets initiaux. Il se voulait dramaturge. Sa conversion au roman doit beaucoup au hasard et aux contraintes extérieures. Elle est le fruit d'une maturation à laquelle ont contribué concurremment les leçons de la vie et la pratique assidue de l'écriture. Ce livre compte l'itinéraire qui l'a conduit à son chef-d'œuvre. Contraint de vivre de sa plume, il fait partie prenante dans les principales batailles politiques et littéraires sur la Restauration et la monarchie de Juillet. Sa carrière est inséparable de l'histoire du temps, qu'on tente ici de faire vivre. Enfin, on s'efforce de découvrir les secrets de fabrication de la très fameuse trilogie dans son recours à l'histoire notamment, et l'on évoque les relations de Dumas avec son collaborateur Maquet, condamné à mal finir. Enfin, pas Maquet, hein, la collaboration. Le récit vivant, alerte, souvent fort drôle, réserve plus de place à l'œuvre qu'à la vie privée.
Mais l'œuvre n'est-elle pas le meilleur moyen d'accès à celui qui a épanché ses rêves, qui sont aussi ceux de nous tous? Donc j'ai sélectionné des passages. Donc le premier passage que je vous ai sélectionné, c'est Pourquoi les Trois Mousquetaires? Pourquoi page 10? Page 10. L'œuvre tardive ne s'inscrit pas dans la ligne des projets initiaux de l'auteur. Elle doit beaucoup aux circonstances et aux contraintes extérieures. Il n'est pas dans le projet de Dumas de s'illustrer dans le roman. Il se croyait promis à une double carrière de dramaturge et d'homme politique. Comment a-t-il été conduit, quasiment par hasard et sans l'avoir cherché, au roman historique? Dans son immense production romanesque, pourquoi la postérité a-t-elle fait un sort privilégié unique aux Trois Mousquetaires? L'itinéraire qui a conduit Dumas à ce coup d'essai, qui fut aussi un coup de maître, étant lui-même une aventure riche en péripéties et au coup de théâtre tant était improbable la prodigieuse ascension d'un jeune garçon sans fortune décidé à vivre de sa plume. Le récit de cette aventure accompagne mon effort pour percer par l'analyse littéraire les secrets des trois romans. Bien que je sache que la formule magique qui résidait à leur création gardera sa part de mystère, il ouvre aussi sur l'espace du dehors. Car la carrière de Dumas est indissociable de la première moitié du XIXe siècle, où le développement de la presse à grande diffusion transforme la condition de l'écrivain. Loin de s'isoler dans une tour d'ivoire, il en reflète les aspirations, les enthousiasmes, les modes. Il en vit les conflits. Il en partage les doutes et les désenchantements, parce que la nécessité de gagner sa vie l'oblige à répondre à l'attente du public. Elle est mêlée en son temps à toutes les batailles politiques et littéraires, lesquelles vont souvent de pair. C'est une biographie partielle et ciblée qui ne vise pas à épuiser la matière d'une vie agitée et vagabonde, remplie à ras-bord de maîtresses et de créanciers. Elle porte évidemment la trace de mes curiosités et de mes préférences. Je souhaite qu'elle donne à quelques-uns l'envie de relire Dumas, pas seulement les mousquetaires, et qu'elle les amène à voir en lui, outre l'amuseur qu'il se flattait d'être, un inépuisable pourvoyeur de rêves et un authentique écrivain. Voilà, voilà quelque chose de bien vrai. Page 32, le dramaturge. Page 32. 32. Page 32. Il fallait d'abord trouver un théâtre. On en manquait à Paris, mais ils étaient fortement hiérarchisés. Tout en haut de l'échelle se trouvait le théâtre français tel que nous le voyons aujourd'hui, doté sur la rive gauche à l'Odéon d'une annexe moins cotée. Les autres s'étiraient le long des grands boulevards en gradation descendante, entre l'extrémité orientale de celui des Italiens et celui du Temple. Ce dernier, très couru, devait son surnom de boulevard du crime aux sanglantes intrigues qui faisaient pleurer Margot. Depuis qu'on avait inventé dans les dernières années du XVIIIe siècle le genre populaire du mélodrame. L'opéra comique avait été bâti à l'envers, face au sud, pour éviter d'être confondu, dit-on, avec les méprisables théâtres de boulevard. L'opéra, lui, était situé rue de Richelieu, en face de la Bibliothèque nationale. Répertoire différent, acteurs différents, style de jeux différents, public différent. Les deux types de théâtre étaient rivaux. Depuis une dizaine d'années, le prestigieux théâtre français, véritable temple de la tragédie classique, était en crise. Il voyait se détourner de lui un public lassé par l'histoire romaine et la mythologie. Mais il ne parvenait pas à se réformer, sclérosé par les habitudes et miné par les conflits internes entre les têtes d'affiche et le reste de la troupe. Les autres directeurs de salle, plus accueillants à la modernité, se montraient moins regardants sur la qualité artistique des pièces. Ils ne visaient que le rendement. Pour juger si un spectacle marchait, ils avaient le coup d'œil assez sûr. Quiconque savait nouer une intrigue et conduire un dialogue était assuré de trouver asile chez eux. C'était le cas de Dumas, bien sûr. Mais il voulait la comédie française, Dumas, pour l'œuvre géniale qui devait révolutionner la scène. Il lui fallait franchir de multiples barrages. Le postulant devait d'abord lire sa pièce devant un comité où siégeaient les sociétaires les plus influents. Un honneur difficile à obtenir, le calendrier était surchargé.
On était refusé, reçu ou bien reçu avec correction, ce qui impliquait dans ce dernier cas de recommencer à la lecture après avoir obtempéré. Venait ensuite la distribution qui appelait une pondération délicate entre les vœux des acteurs et l'exigence des rôles. Les vedettes chevronnées, oublieuses de leur âge, prétendaient toujours incarner les jeunes amoureux. Elles préconisaient à leur tour des modifications dans le texte, et pendant tout ce temps pesait suspendue sur la tête du malheureux auteur, l'épée de Damoclès de la censure, celle de Charles X, se montrait pointilleuse. La moindre offense aux bonnes mœurs, aux institutions, à l'Église entraînait une interdiction. La moindre allusion, même très indirecte, à l'actualité politique appelait correction. Bref, elles excluaient tout ce dont le public était friand. Elles tenaient à vérifier ensuite que les rectifications exigées avaient été faites. Pis encore, aucune autorisation n'était définitive. Elles se réservaient d'interrompre les représentations si celles-ci faisaient apparaître des éléments subversifs passés inaperçus. Les proches de Dumas le jugeaient donc doté d'une bonne dose d'inconscience pour se lancer dans pareille aventure. Alors, donc, page 78, 1832. 78, 1832. 1832. L'année suivante, dans la capitale fragilisée par l'épidémie de choléra, les funérailles du très populaire général Lamarque firent craindre des troubles. Et oui, hein, c'est ce qui est évoqué dans Les Misérables de Victor Hugo. Hein. Enfin, évoqué. C'est même les barricades, Gavroche, etc. C'est tout ce qui est évoqué hein, dans Les Misérables. Le 5 juin, Dumas, qui suivait le convoi, sentit dégénérer le climat, cependant que fusaient les cris « Vive la République !» et « Aux armes, citoyens !» et que commençait à crépiter la fusillade. Déjà les républicains criaient de victoire. Lorsque le cortège s'arrêta à l'entrée du pont d'Austerlitz pour écouter les discours officiels, on vit soudain surgir un personnage paraissant échappé d'un roman gothique. Un homme vêtu de noir, grand, mince, pâle, comme un fantôme, avec des moustaches noires, tenant à la main un drapeau rouge bordé de franges noires, monté sur un cheval qu'il manœuvre avec peine au milieu de la foule. Agite son drapeau couleur de sang, sur lequel est écrit en lettres noires « La liberté ou la mort ». Était-ce un fou, un agent provocateur? Mais de quelque part qu'il vînt, quel que fût le motif qui l'anima, son apparition fut saluée par une unanime réprobation. Le général Exelmans s'écria d'une voix qui domina toutes les voix « Pas de drapeau rouge, c'est le drapeau de la terreur. Nous ne voulons que le drapeau tricolore, c'est celui de la gloire et de la liberté. » Alors, là encore, le récit rétrospectif suggère qu'il s'agit d'un provocateur, mais cela n'infirme en rien la réaction réprobatrice de l'assistance. Donc, Louis-Philippe, cependant, ayant inspecté en personne la troupe, la lança à l'assaut des insurgés, qui, au soir, durent se replier dans les ruelles proches de la rue Saint-Denis, derrière deux barricades, dont la plus puissante jouxtait le cloître de l'église Saint-Méry. Hugo, qui avait failli s'y faire enfermer par hasard, put la décrire de mémoire. Dumas, lui, dut se borner à des témoignages indirects. Il s'est contenté de déambuler dans Paris et d'aider quelques amis à l'occasion, puis, refusant d'obéir aux mots d'ordre insurrectionnels, il était rentré chez lui. Le bruit courut pourtant qu'il avait été passé par les armes en compagnie des derniers défenseurs. Ce dont Nodier, bien informé, tira matière à un plaisant billet. « Mon cher Alexandre, je lis un instant dans un journal que vous avez été fusillé le 6 juin à 3 heures du matin. Ayez la bonté de me dire si cela vous empêcherait de venir dîner demain à l'Arsenal avec Dosat, Taylor, Bixio, nos amis adversaires enfin. Votre bien bon ami Charles Nodier, qui sera enchanté à l'occasion pour vous demander des nouvelles de l'autre monde. » L'amitié l'emportait sur les clivages politiques. Nodier était royaliste, Taylor libéral et Bixio républicain. Voilà, donc c'est pour évoquer l'atmosphère de l'époque. Hein. Alors, page 86, mercenaires du théâtre. 86. Alors, une pièce d'Alexandre Dumas, Charles VII,
Donc Dumas attribue son relatif échec de Charles VII à l'emploi du vers. La forme privilégiée de Hugo est pour lui une impasse. Ah, si je faisais de pareils vers, sachant faire une pièce comme je le sais faire, s'écrit-il à propos de son rival et ami. Mais cet ami fait le raisonnement inverse. Il s'apprête à passer du vers à la prose pour trois nouvelles pièces, Lucrèce Borgia, Marie Tudor et Angelo Tyran de Padoue. Alors jouées respectivement en 1833 pour les deux premières et en 1935 pour la troisième. Le succès est pour tous deux très aléatoire. En réalité, ce n'est pas la mise en œuvre qui grève leur pièce, mais le contenu. La production dramatique traverse une phase où vacillent tous les repères que sont pour le genre tragédie-drame. La forme vers-prose, le découpage acte-journée, la période évoquée, histoire, époque moderne. Mais dans tous les cas, il s'agit pour le fond de mélodrame que nous dirions amélioré. Difficile de se renouveler en pareille matière. Le terrain a été abondamment labouré par le théâtre de boulevard. Du boulevard, pardon. Le risque est gros de la surenchère, même chez les plus grands. Dans 10 pièces de messieurs Victor Hugo et Alexandre Dumas, jouées en l'espace de 3 ou 4 ans, on trouve 8 adultères, 5 prostituées de divers rangs, et 6 femmes séduites, dont 2 accouchent sur le théâtre, 4 mères amoureuses de leur fils ou de leur gendre, et sur 4, 3 complètent le crime. 11 dames ou demoiselles tuées par leurs amants, 6 bâtards ou enfants trouvés, etc. Les ressorts de l'action consistent en mariage imposé, identité d'emprunt, déguisement, erreur sur la personne, reconnaissance généralement trop tardive lorsque le sang a déjà coulé. Dans le cas des sujets historiques les plus fréquents, ces erreurs se déroulent au fin fond de châteaux labyrinthiques, à couloirs secrets, panneaux coulissants, oubliettes et caveaux gardés par des sbires à face de démons, avec pour accessoires des clés, des bagnes ou des crucifix chargés de mystères. Hugo et Dumas en mesurent bien l'artifice, mais la tentation est forte d'aller au plus facile, qui est aussi le plus payant. Tous deux s'entendent également pour mener leur talent. Ils discutent ferme leur contrat, mais l'un gère son budget en fourmi économe, c'est Hugo, et l'autre, Cigale, laisse l'argent fuir entre ses doigts, Alexandre Dumas. En 1831, les charges parasites de Dumas sont encore légères, mais déjà il calcule ses dépenses non sur les sommes encaissées, mais sur celles rentrées à venir. Il semble ignorer que les parts de recettes d'un dramaturge n'ont pas la belle régularité des salaires d'un gras de papier, parce qu'il l'a été. Il se voit donc très vite voué aux travaux forcés. Dans le vaste jeu de chaises musicales qui frappe les salles au début des années 1830, Harald s'est taillé la part du lion. Tout en conservant la direction de l'Odéon, il s'est emparé de la Porte Saint-Martin. Or, Dumas a pris l'engagement de fournir à ce dernier théâtre 2 pièces annuelles. Il a mis le doigt dans un engrenage dont il ne pourra jamais sortir. Il a hypothéqué son temps à venir. Il s'est condamné à travailler sous contrainte, l'épée, les reins, dans le Rhin, harcelé. Donc ensuite, page 91, roman historique. Page 91. Tout en bataillant sur le terrain de prédilection, Dumas cependant grappillait à droite et à gauche partout où il avait quelques succès à accueillir. Il revint à la comédie, d'un degré plus relevé sur les vaudevilles de sa jeunesse. Il adoucit l'intrigue de certains drames et leur accorda un dénouement heureux dans Demoiselle de Belle-Île, par exemple. Il tâta de l'opéra comique, seul pour Teresa, ou en collaboration avec Gérard de Nerval pour Picchio. Mais le fait marquant de cette période est une conversion progressive à l'écriture en concurrence avec le théâtre. L'impulsion était venue du dehors. Dès le lendemain de la Révolution, François Dulose, un ancien typographe entreprenant et d'un entêtement coriace, avait enfin réalisé son rêve, passer de l'atelier aux commandes, posséder un journal à lui. Il avait créé la revue des Deux Mondes, paraissant le 1er et le 15 de chaque mois. Pour la lancer, il lui fallait quelques grandes signatures. Il sollicita Dumas.
Celui-ci avait peu de temps à lui consacrer. Il puisa dans ses fonds de tiroir et lui donna pour le numéro de janvier 31 le rapport sur la Vendée qu'avait dédaigné Louis-Philippe. Il n'y avait pas là de quoi fidéliser les lecteurs. Bulot souhaitait des récits. Dumas lui fournit pour le mois de juillet l'une des 3 nouvelles de ses débuts en littérature, Blanche de Beaulieu ou La Vendéenne, sur le titre nouveau de La Rose Rouge. Puis il lui fallut se mettre au travail. Il professait à cette époque un mépris écrasant pour le roman historique qu'il accusait de trahir la vérité, de défigurer l'histoire. Le grief est étrange sous la plume de quelqu'un qui, dans son théâtre, traitait l'histoire comme un décor interchangeable pour des passions intemporelles. Ne s'apprêtait-il pas à métamorphoser une Édith aux cheveux en vert dont personne n'avait voulu en une Catherine Howard en prose au prix d'un transfert du temps de Guillaume le Conquérant à celui d'Henri VIII d'Angleterre? En fait, ce refus du roman tenait moins, quoi qu'il en dît, à son rapport au réel qu'à son statut de genre mineur très inférieur en prestige à l'histoire et au théâtre. Il ne voulait pas se commettre avec la foule des romanciers médiocres qui avaient pillé la mine ouverte par les historiens et fait un grand gaspillage de pourpoint, de chaperons, de poulaines, un grand bruit d'armure, de haume, de dagues, une grande confusion entre la langue d'Oï et la langue d'Oc. Il saluait bien bas la performance de Vigny avec Saint-Marc, puis celle de Hugo avec Notre-Dame de Paris. 2 lingots d'or pour un monceau de cendres. Mais le vrai maître du roman historique était à ses yeux Walter Scott, qui évitait les écueils des 2 genres originels, la sécheresse de l'histoire et la fausseté du roman. Voilà, c'était son opinion à l'époque. Ça va changer. 97, roman feuilleton. Alors c'est pour comprendre les étapes, quoi. Hein. 97. La naissance du roman feuilleton. La révolution de 1830 avait eu pour conséquence, avec un léger décalage, une révolution dans la presse. L'allègement de la censure encourageait la création de journaux en même temps que s'aiguisait l'appétit de lecture. En rendant l'école primaire obligatoire, les mesures prises par Guizot contribuaient à valoriser l'instruction dans les classes populaires et promettaient à terme un élargissement du lectorat. Mais les journaux restaient chers. Ils n'étaient diffusés que par abonnement, d'où une mise de fonds initiale non négligeable. La seule source pour les budgets modestes était les cabinets de lecture où l'on pouvait les consulter au coup par coup pour un prix modique. Encore fallait-il se déplacer pour y aller et y trouver disponible celui qu'on souhaitait. Émile de Girardin pressentit qu'une clientèle potentielle existait parmi les moyennes et petites bourgeoisies, et il chercha des moyens de la toucher. Les récents progrès techniques en matière d'imprimerie permettaient de baisser le coût de production. La trouvaille de génie fut de faire financer ceci en partie par de petites annonces privées ou publicitaires en 4 pages. Mais le projet n'était viable qu'avec de gros tirages par de lecteurs, pas de lecteurs, pas de publicité, pas de publicité, pas de lecteurs, cercle vicieux bien connu des directeurs de journaux actuels. Restait donc à trouver la formule pour les attirer et surtout les fidéliser. C'est Girardin qui eut l'idée de débiter en tranches des récits dont la suite renvoyait au prochain numéro. Cette formule appelée un grand avenir n'est pas de Girardin, mais d'un confrère, le docteur Véron, patron de la Revue de Paris, qui racheta en 1843 le Constitutionnel. Alors, au prochain numéro, inciterait à poursuivre. Il en avait à peine inventé la formule qu'un associé pressenti se muait en rival, s'apprête dû discuter au siècle d'Edmond Dutac, le nouveau public friand de la pérennité mouvementée. Leurs 2 quotidiens virent le jour ensemble, au tout début de juillet 1936. Ils devaient être bientôt rejoints et imités par le journal des débats et le Constitutionnel. Le prix de vente, inférieur de moitié au prix habituel, servait d'appât. Restait à offrir un contenu à la fois solide et attrayant. Girardin hésitait, cherchant de l'inédit. Dutac le doubla en proposant dès le mois d'août un quasi-classique, le célèbre Lazario de Tormes, débité pour la circonstance en 4 tranches.
La presse attendit le 23 octobre pour offrir à son public en 12 livraisons la primeur de La vieille fille de Balzac, enfin c'est de Balzac, hein. Le roman feuilleton était né. Voilà. Donc, page 121, Nègre en chef. Page 121. Alors, nègre, c'est un authentique propos raciste, hein. À l'époque, le nègre, c'était un peu l'esclave de l'écrivain qui y signait, alors que l'essentiel était fait par quelqu'un d'autre, contre rétribution. Mais bon, dans l'esprit de Dumas, c'était plutôt son homme, quoi. C'était en quelque sorte son associé. Dumas, qui avait des origines antillaises, se souvenait peut-être qu'en créole, nègre, ça veut dire homme, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Le rôle de celui-ci dans l'attelage invite à réflexion. En matière d'écriture, il y a plusieurs sortes de nègres. Ne parlons pas de ceux qui écrivent de bout en bout des livres que des vedettes du spectacle ou de la politique se contentent de signer. Cela pourrait à bon titre se dire auteur. Aucun d'entre eux n'aurait convenu à Dumas. Les siens sont des collaborateurs. Il en a d'occasion pour des textes requérant sur une bonne connaissance de l'italien, par exemple. Le cas de Maquet est exceptionnel par sa durée, par l'ampleur du travail accompli en commun. Mais contrairement aux conclusions qu'on en tire d'ordinaire à son crédit, ce n'est pas un bon signe. En général, quelques exemples contemporains le prouvent, les collaborateurs doués limitent leur intervention à un ou deux ouvrages avant de s'évader et de construire leur œuvre propre. Les plus ternes, au contraire, s'installent docilement dans la servitude et s'y engluent. Dumas était célèbre. Maquet, jeune inconnu sans moyen de se faire connaître, se laissa d'autant plus aisément domestiquer que son employeur, chaleureux, généreux, le traitait en ami et l'associait à sa vie. Il se voyait ou s'écrivait quasiment chaque jour. Il fut invité à ses fêtes et s'y fit des relations. Il eut accès au théâtre, côté loge et côté coulisses. Il l'accompagna lors de son voyage officiel en Espagne, en Algérie. La confiance dont l'honorait le grand homme était flatteuse et gratifiante, et éveillait en lui des espoirs. Comment aurait-il pu s'opposer à ces exigences, Leur association avait pris sa vitesse de croisière, et il lui fut de plus en plus difficile de s'affirmer. C'est seulement peu à peu, avec le temps et l'alourdissement progressif de la tâche, que lui vint trop tard la conscience de sa dépendance. Il a tenu 7 ans, à plein régime, parce qu'il manquait de personnalité. Pour le type de travail qu'accomplissait Dumas, mieux valait comme base de départ un premier jet solidement documenté, mais neutre, qu'un texte portant la marque de son auteur. Maquet acceptait de lui fournir de la matière première à remodeler. Au fil des années, il a fini, à force de travailler avec lui, par s'imprégner de sa façon de penser et d'écrire, une forme de mimétisme que connaissent bien tous ceux qui ont longuement étudié un grand écrivain. Il était sur des rails, suivait la voie tracée. Il calquait spontanément sa prose sur la tente de son patron. Son premier jet se mit à ressembler de plus en plus à ce qu'il aurait fait celui-ci. Et ses partisans ont beau jeu de citer divers exemples, à vrai dire toujours les mêmes, et un petit nombre de coïncidences quasi miraculeuses entre les passages corrigés isolément par l'un et par l'autre. Pourquoi faire grand bruit d'une livraison de Dumas exagérée entre Saint-Germain et Paris et remplacée en catastrophe par un texte de Maquet, qui se révéla identique à l'original retrouvé, à part une trentaine de mots sur 500 lignes. L'anecdote ne prouve nullement que Maquet soit l'égal de Dumas comme écrivain, mais tout simplement que celui-ci, pris par le temps, avait apporté peu de modifications au premier jet de son acolyte, lequel, pour remplacer le texte perdu, s'était contenté de se recopier. Cette manière de procéder était parfaitement conforme à leurs habitudes. Pourquoi Dumas aurait-il corrigé Maquet quand ses productions lui convenaient? Et pourquoi
N'y aurait-il pas des moments où, dans l'urgence, il aurait omis de corriger des sottises? Voilà, bon, c'était leur manière de produire à Maquet et à Dumas. Donc page 129, les années fabuleuses. Alors, le triomphe des mystères de Paris a suscité parmi les directeurs de journaux une immense émulation. Qui n'a pas son feuilletoniste? Après quelques allers et retours entre la Toscane et Paris, Dumas comprend qu'il y a une place à prendre et de l'argent à gagner, qui permettrait de mettre fin à son exil florentin. Au début de l'été 1843, il se réinstalle en France et s'attelle à un feuilleton historique d'ample dimension. Son coup d'essai est un coup de maître. Ces trois mousquetaires font grimper les ventes du siècle, gonflées par la vente au numéro dans la rue, qui s'est ajoutée depuis peu aux traditionnels abonnements. Tous les directeurs de journaux rêvent de se l'attacher. Il est en mesure de choisir et de poser ses conditions. Alors, il se lance à corps perdu à la conquête de ce nouveau territoire. Pour mieux mettre les bouchées doubles, il se partage entre les journaux et entre les romans. Il n'a jamais su dire non ni aux amis, ni aux solliciteurs, ni aux femmes. Comment rejetterait-il des offres dont le montant enfle au rythme des succès? Il s'est brouillé avec Bulloz, qui lui avait ouvert les portes de la Revue des Deux Mondes, et qui dirige en outre la Comédie Française et ses annexes. Il lui faut des comédiens. Le feuilleton exige une cadence de parution, une parution sérieuse. Il prend ses aises, il occupe désormais le rez-de-chaussée des pages 1 et 2, ce qui permet d'une part de ne pas débiter les romans en tranches trop maigres, d'autre part de faire des tirages partiels recto verso pour obtenir des fascicules vendus à part. 4 journaux convertis à ce mode de présentation, la Presse, le Siècle, le Constitutionnel et le Journal des débats, accueillent le gros de sa production. Il aime les défis, les records, les prouesses. Il vise à l'impossible. Il s'y obstine, il s'y entête, mi par orgueil, mi par amour de l'art. Il parvient à accomplir l'inimaginable. Il souscrit plus de contrats qu'aucun écrivain normalement constitué n'envisagerait d'honorer. Et il les honore. En l'espace de 7 ans, de 1844 à 1850, il produit, outre un bon nombre d'autres récits, toutes les grandes œuvres qui assureront sa renommée posthume. Les 2 blocs respectivement consacrés à la Renaissance et au XVIIe siècle, ainsi que 4 des 5 romans sur la Révolution. À quoi il faut ajouter Monte Cristo, qui assure la jointure avec l'époque contemporaine. On y trouve non seulement la quantité, mais la qualité. Il y a plus extraordinaire encore, comme on sait qu'il n'a pas d'avance sur la publication, que pour les tout premiers, et encore ce n'est pas certain, on doit se rendre à l'évidence, il emmène la rédaction non pas successivement, mais de front. Pour mesurer l'ampleur du tour de force, rien ne vaut un tableau récapitulatif des dates de parution dans les divers journaux. Alors, les Trois Mousquetaires, c'était publié de mars 44 à juillet 44. Le Comte de Monte Cristo d'août 44 à janvier 46. La Reine Margot de décembre 44 à avril 45. Le 20 ans après, de janvier 45 au mois de mai, au mois de juin, 45. Le Chevalier de Maison Rouge de mai 45 en janvier 46, la Dame de Montsoreau d'août 45 à février 46, Joseph Balsamo de mai 46 à juin 46, les 45 de mai 47 à octobre 47, le Vicomte de Bragelonne d'octobre 47 à janvier 50, le Collier de la Reine de décembre 48 à janvier 50, Ange Pitou, qui sera interrompu de décembre 50 à janvier 51. Ouais, c'est affolant quand même. Voilà, donc la suite. On va passer aux sources, page 146.
page 146. Dumas répugnait à livrer ses secrets de fabrication. Il prétendait ne pas avoir. Il était doué en effet d'une extrême facilité aiguisée par l'entraînement instinctif. Intensif, pardon, pas instinctif, intensif. Les trois mousquetaires semblent couler de source. Tout indique que l'instinct, plus que la réflexion, commanda la rédaction de ce récit, soulevé de bout en bout par un élan inspiré. En revanche, il affichait volontiers ses sources, ou du moins certaines d'entre elles, comme garantie de véracité. On n'a donc pas de peine à discerner la présence de deux germes initiaux de provenance distincte. Dès la préface, il nous apprend que la donnée première lui fut offerte fortuitement, il y a un an ou à peu près, qu'on faisait à la Bibliothèque royale des recherches pour mon histoire de Louis XIV. Je tombais par hasard sur les mémoires de M. d'Artagnan imprimés, comme la plus grande partie des ouvrages de cette époque, où les auteurs tenaient à dire la vérité sans aller faire un tour plus ou moins long à la Bastille, à Amsterdam, chez Pierre Rouge. Le titre me séduit, je les emportais chez moi avec la permission de monsieur le conservateur, bien entendu, et je les dévorais. La date est très approximative, le lieu est inexact. Ce n'est pas à Paris qu'il découvrit ce livre, mais à Marseille, où il se trouvait de passage le 21 juin 1843. Il était lié d'amitié avec les des frères Méry, qui dirigeaient la bibliothèque de la ville. Il leur demanda de quoi meubler utilement son temps durant le trajet qui le ramènerait dans la capitale. Il emporta donc en même temps qu'un tableau de la vie de Richelieu, de Colbert, de Mazarin, sans nom d'auteur, 4 petits volumes intitulés Mémoires de Monsieur d'Artagnan. Ce mensonge véniel visant à paraître plus sérieux, plus savant, n'aurait jamais été décelé s'il n'avait omis de restituer ses emprunts. La trace des lettres de réclamation envoyées en vain ont été retrouvées dans les archives de la Bibliothèque nationale. Bien que présentées comme un récit véridique, les prétendues mémoires de d'Artagnan ne sont qu'un roman sorti en 1700 de la plume féconde d'un professionnel du genre, Corlys de Sandarras. Dumas a-t-il subodoré le subterfuge? C'est probable, puisqu'il lui-même y a recours sur le mode parodique dans sa préface aux Trois Mousquetaires, lorsqu'il prétend n'être que l'éditeur d'un manuscrit inconnu, découvert au terme de patientes investigations, et pourtant la signature du comte de l'affaire, autrement dit l'aîné des 4 compères Athos, une fiction vite abandonnée, puisque Dumas se substitue aussitôt à lui comme narrateur exclusif. Peu lui importe l'authenticité d'un texte oublié dont le principal mérite est de se présenter à une libre réécriture. Voilà, donc page 150, les ferrets. Ah oui, les fameux ferrets. Sans les ferrets, pas de Trois Mousquetaires. Hein. Enfin, vous lirez les Trois Mousquetaires, vous verrez bien. On ne sait au juste quand se place l'épisode des ferrets de diamant, sur lequel roule l'intrigue des mousquetaires. Anne d'Autriche aurait donné à Buckingham une parure de ruban terminée par 12 pointes en diamant qu'elle tenait de son époux lors d'un bal où elle les portait. Où elle portait une ancienne maîtresse en aurait subrepticement coupé 2 afin de les envoyer à Richelieu pour compromettre la reine. Le duc aurait alors suspendu les communications maritimes entre l'Angleterre et la France, le temps de faire remplacer à l'identique les ferrets manquants. Romanesque à souhait, l'anecdote est-elle vraie, fausse? Un seul contemporain en témoigne, mais c'est La Rochefoucauld dans ses mémoires. Dumas n'en demande pas davantage. La critique des sources est le cadet de ses soucis. Il a d'ailleurs la caution d'un historien, M. Barrière, qui on a fourni dans l'annotation des mémoires de Louis-Henri de Brienne une version dérivée plus développée. Il a repris cette version en l'amplifiant dans Louis XIV et son siècle. Le roman ne nécessite pour corser le suspense que quelques coups de pouce. Le piège tendu par le roi, la terreur de la reine à l'idée qu'elle ne pourra pas arborer au jour dit la parure incriminée, puis son triomphe lors du ballet des Merlinsons, sont purement imaginaires.
Les amours inaccomplis d'Anne d'Autriche et de Buckingham, exploités dans leur totalité, offraient ample matière pour un roman. Or, Dumas n'en exploite qu'une mince épisode. Un mince épisode. Pourtant, il aurait pu, s'il avait voulu, intégrer à son récit la rencontre d'Amiens qui a lieu le 11 mai 1625, peu après l'arrivée de d'Artagnan à Paris. Recule-t-il parce que l'affaire est trop connue? Peut-être. Cependant, il n'hésitera pas, 6 mois plus tard, à raconter la Saint-Barthélemy dans la Reine Margot. La vraie raison est sans doute d'ordre technique. Dans un roman bien construit, comme dans un drame, les intrigues secondaires doivent être subordonnées à la principale. Il y faut un centre, un point de vue dominant entre les aventures des mousquetaires et celles des princes. Dumas a clairement choisi. Il nous raconte l'histoire d'Artagnan et de ses amis. Celle de la reine et du bel anglais n'est là que pour fournir matière à leurs exploits. Une fois sauvée des foudres de son époux, la reine disparaît de la scène. Et si Buckingham revient au premier plan par la suite, c'est parce que sa vie est l'enjeu d'une lutte entre Richelieu et les 4 héros autour de qui tourne le récit. Voilà, donc les ferrets. Alors, les personnages, page 156. On parle un peu des personnages quand même. Personnages. Le romancier joue en revanche d'une merveilleuse liberté avec les personnages imaginaires, à qui il peut imposer sa volonté. À vrai dire, il n'est pas indispensable qu'ils soient tous tout à fait imaginaires, au contraire. Une discrète inscription dans l'histoire les rend plus crédibles, à une condition, qu'on en sache le moins possible sur eux. Leur obscurité relative fait leur prix. Aussi convient-il de les nommer semi-fictifs, en les classant dans la même catégorie que les pures fictions. C'était le cas de D'Artagnan et ses amis, dont la biographie se résumait à peu de choses lorsque Dumas les emprunta à Courtils. Le premier, mousquetaire d'origine gasconne, passe au service de Mazarin pendant la Fronde. Eux eut ensuite pour mission d'arrêter et de conduire à Pignerol le surintendant Fouquet et fut tué au siège de Maastricht en 1674. Plusieurs érudits modernes ont constitué à coup de recherche d'archives sa vraie vie sans discréditer pour autant l'image qu'en a donnée le romancier. Quant à Athos, Porthos et Aramis, tous 3 Béarnais, ils figuraient sous ces noms à l'orthographe près dans des états de service du régiment que Dumas n'avait évidemment pas consulté. Ces patronymes pittoresques et sonores deviennent chez lui les surnoms de personnages qu'il invente de toutes pièces. Il en était si content qu'il donnait d'abord pour titre à son roman leurs 3 noms à coller. L'annonce de l'apparition valut au siècle des protestations qui inquiétèrent le responsable. Quelques abonnés croient que c'est l'histoire de 3 parcs qui promet de n'être pas folâtre. Je vous proposerai le titre beaucoup plus ambitieux, mais beaucoup plus populaire des 3 mousquetaires. Je suis d'autant plus de votre avis, répond plaisamment Dumas, que, comme ils sont 4, le titre sera absurde, ce qui promet au roman le plus grand succès. Tous 4 sont issus d'un même moule, celui du mousquetaire courageux, querelleur, indomptable, prêt à se faire tuer pour le service du roi. Ils en constituent chacun un avatar distinct. Quelques qualités spécifiques distribuées de manière complémentaire viennent les différencier. Chez Athos, la force physique pure, chez Porthos, la force physique, chez Athos, l'extrême probité morale, chez D'Artagnan, l'intelligence sous la forme la plus concrète appliquée à l'action. Seul Aramis, équivoque et secret, échappe aux catégories tranchées. Il n'est mousquetaire que par intérim, en attendant d'être d'église. Voilà, donc c'était pour évoquer les personnages. Alors, page 172, 20 ans après. Les suites sont d'autant plus délicates à écrire que le récit initial était plus réussi. Dumas était tenu de rester fidèle à la forme choisie, mais il a des personnages réels. Ces héros jouent dans des événements authentiques, un rôle secret, ignoré de l'histoire, et pour cause.
tout en menant en parallèle leurs propres aventures fictives. Il lui faut trouver une période proche de la précédente, fournissant des péripéties dramatiques et permettant en outre d'assurer une continuité dans la destinée personnelle des protagonistes. L'histoire est bonne fille. Elle lui offre, avec les années 1648-49, tous les ingrédients nécessaires. Le grand cardinal a été remplacé par un autre, avec lequel nos mousquetaires entrent également en conflit. La Fronde et la Révolution d'Angleterre les promènent de part et d'autre de la Manche, comme naguère l'affaire des ferrets et de diamants. Au siège de La Rochelle, le siège de La Rochelle fait pendant à la bataille de Lens, à l'assassinat de Buckingham, à l'exécution de Charles Ier. Courtitz avait montré la voie. Son d'Artagnan était envoyé à Londres par Mazarin à 2 reprises. D'abord afin de sonder Cromwell sur le sort réservé au roi, puis pour jeter les bases d'une alliance avec lui. Dumas n'a qu'à emboîter le pas, quitte à dévier la trajectoire de son héros. Pour ce qui est de la fiction, il n'a pas à chercher bien loin. Le décalage de 20 ans lui permet, selon un procédé vieux comme Le Monde, de substituer Milady morte, son fils Mordaunt, héritier de sa haine, qui sera l'agent de Cromwell, comme elle a été de Richelieu, et mêlera comme elle ses activités politiques et la poursuite de sa vengeance. Une structure analogue sous un habillage différent, de quoi piquer la curiosité du lecteur sans déranger ses habitudes. La formule sera fort à recette, elle est à la base de la plupart des récits romanesques ou cinématographiques. Voilà. Donc 72, après Le Vicomte de Bragelonne, page 191. Le Vicomte. En 1845, c'est chose faite. Dumas a supplanté Eugène Sue comme maître du roman feuilleton. Au premier semestre, on ne compte quasiment pas de jours sans qu'on en trouve un de plus dans un journal ou un autre. Il y en a souvent 2, quelquefois 3. Sa collaboration avec Mackay est bien rodée, le travail marche bien. À la fin de l'été, il s'apprête à entamer sur sa lancée le Vicomte de Bragelonne, dont il a déjà en tête les grandes lignes. 5 ou 6 mois devraient suffire pour en boucler la publication. La date initiale n'est pas encore arrêtée, mais on la présume proche, puisque le contrat est signé. Il est prévu 6 volumes, un peu moins que pour les 3 mousquetaires, et 20 ans après, qui en comportent 8 et 9. Bref, tout est prêt. L'entreprise est d'ampleur raisonnable. Elle est sur les rails, elle devrait marcher toute seule, à moins que quelques grains de sable ne viennent enrayer le mécanisme ou faire dévier sa trajectoire. Or, il y en aura de 2 espèces, les uns imputables à Dumas lui-même, les autres extérieurs qui feront du Vicomte de Bragelonne un roman profondément différent de ses aînés. Dumas a réussi sa mutation de romancier. Le romancier a pris le pas sur le dramaturge. Cette reconversion lui apporte gloire et fortune. Comment résisterait-il au vertige qui s'empare de lui? 3 ans durant, il vit un vrai conte de fées, oubliant que le carrosse doré peut devenir citrouille. Ne nous étonnons pas que le rythme de son travail en souffre parfois. Le miracle est qu'il ait continué à travailler. La pompe à finance fonctionne à plein rendement. Bien qu'il réserve à l'écriture narrative sa veine créatrice, il n'a pour autant renoncé au théâtre qui lui fournit des revenus accessoires et dont les coulisses regorgent d'actrices en mal d'engagement prêtes à lui tomber dans les bras. En adoptant pour la scène ses propres romans, débités en tranches, il gagne sur les 2 tableaux, invitant les lecteurs à devenir spectateurs et réciproquement, puis tirant du passage en librairie des textes dramatiques une nouvelle source de recettes. Le théâtre historique le soustrait bientôt à la tyrannie des directeurs de salle. Derrière un prête-nom, il est le directeur en titre et l'administrateur maître de choisir les programmes et d'encaisser les bénéfices. Il est difficile d'apprécier les revenus qu'il tire de l'ensemble, mais on peut s'en faire une idée. En épluchant ces contrats,
Klaus Schwab, voilà, Klaus Schwab, dans son livre, a fait le calcul pour le premier semestre 1847 qu'il constitue, il est vrai, un pic. Il aurait touché en 6 mois plus de 180 000 francs, plus de double de son revenu annuel moyen en 1840, et 150 fois plus que son salaire annuel de naguère dans les bureaux du duc d'Orléans. Même amputée des rémunérations versées à Maquet, une telle somme est proprement astronomique. Voilà, mais bon, c'était un panier percé, quoi. Alors page 223, justement, la banqueroute. 223. Alors, la banqueroute. La fortune de Dumas ne survécut pas à la Révolution de 1848. Depuis des années, il mangeait son blé en herbe, à la merci du moindre à-coup. Tout s'effondra, donc très vite. Il n'est pas question d'entrer ici dans les détails de l'opération complexe dont une large part nous échappe, parce que la dissimulation était la règle en la matière. Mais on peut en discerner le mécanisme. Il avait pris la détestable habitude d'emprunter à tout va, de signer des billets à ordre à la légère sans se poser la question du remboursement. Vers 1832-33, il était aux abois lorsque sa nouvelle maîtresse, l'actrice Ida Ferrier, lui fit rencontrer un ami, et sans doute ancien amant, nommé Jacques Domange, un homme ayant fait d'excellentes affaires dans une entreprise de vidange qui voulut bien se charger des siennes. Il lui aliéna une large part de ses futurs droits d'auteur littéraires et théâtraux en échange d'une disponibilité immédiate. En somme, il mit en fermage, ses revenus comme on disait sous l'Ancien Régime. En bon historien, il aurait dû savoir pourtant combien ce système avait été funeste à la monarchie. Bien entendu, Domange y trouvait son compte. En rachetant au rabais de multiples créances dévalorisées, mais qui conservaient légalement leur valeur nominale, il tenait Dumas sous sa coupe. Or, vers 1840, alors qu'il en détient pour plus de 200 000 francs et que les drames de Dumas ne font plus recette, voici qu'il parle de remboursement. Par crainte de perdre totalement sa mise, ou pour d'autres raisons moins avouables, en espèces sonnantes, ou pourquoi pas sous une autre forme, il est resté en relation suivie avec Ida qui s'était jeté dans les bras de Dumas après Antony, une de ses pièces, au temps de sa splendeur, et gémit de voir son niveau de vie baisser à vue d'œil. Il entrevoit le moyen d'assurer l'avenir de sa protégée, si l'on en croit les mémoires du baron de Vielcastel. Il a tout crûment semé l'imprudent de choisir entre le mariage et la prison pour dette. Une chose est sûre, Dumas épouse Ida Ferrier, en lui reconnaissant une dot fictive de 120 000 francs qui fait d'elle, quelle imprudence, la créancière de son époux. Mais comme cette somme ne suffit pas à éponger la totalité de ce qu'il doit, et qu'il n'a pas encore de biens immobiliers engagés, ses droits d'auteur à venir continuent d'en tenir lieu. Voilà, donc je suis tombé dans un gouffre total. Voilà, page 263, ça ne vaut pas les mousquetaires, pour conclure. Dans ces dernières années, Dumas semble avoir jeté un regard apaisé sur son œuvre et d'avoir apprécié pour ce qu'elle était. On n'est pas toujours maître de se servir ou de ne pas se servir d'un procédé, et parfois j'en ai peur, c'est le procédé qui se sert de vous. Les hommes croient avoir des idées. J'ai bien peur que ce ne soit au contraire les idées qui aient les hommes. À la fâcheuse habitude commune à Scott et à Balzac de prolonger les préliminaires, il ose opposer le célèbre précepte qu'il appliquait en secret depuis longtemps. Commencer par l'intérêt, au lieu de commencer par l'ennui. Commencer par l'action, au lieu de commencer par la préparation. Parler des personnages après les avoir fait paraître, au lieu de les faire paraître après avoir parlé d'eux. Au diable le souci d'instruire. Pour raconter des histoires,
il se fait inégalable. Il se relisait avec plaisir. Peu avant sa mort, son fils le trouva plongé dans sa célèbre trilogie. Alors, c'est bien? Et Monte Cristo? Ça ne vaut pas les mousquetaires. Voilà, je suis assez d'accord avec lui. C'est le chef-d'œuvre, les mousquetaires, et moi je l'ai lu plusieurs fois, j'adore ça. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine avec un autre livre. Voilà. À bientôt.